On va continuer, on va parler coup de cœur cette fois. C'est ça qui est bien avec Mime, c'est qu'on parle pas que de tech. Avec Chantal Kin, product designer chez Théodo. On va parler produit, comment affirmer la personnalité de son produit pour déclencher une émotion. C'est bon, Gigo. Bonjour, merci d'être là. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Chantal Kin. Ma semaine aujourd'hui, elle est chez Théodo. Je suis directrice de création et product designer. Avant cela, j'étais plutôt en agence de communication en tant que directrice artistique. Et avant cela encore, j'ai été diplômée d'un master en communication visuelle. Donc tout ça cumulé, ça fait déjà 15 ans que je suis sur le marché du travail. Et en dehors de temps, je ne fais pas que travailler, j'aime bien la pâtisserie, l'ultimate frisbee et la batterie. Mais bon, bref, c'est pas de ça que je viens vous parler. Aujourd'hui, je viens vous parler du... En fait, le mélange de mes expériences en direction artistique et de product designer, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'un bon produit, une bonne app, n'est pas seulement fonctionnel, c'est pas une histoire juste de fonctionnel et de logique, mais c'est aussi une affaire d'émotion. Je vais partir d'un exemple. Est-ce que vous avez déjà connu ce moment magique, le crush ? Ça peut être pour une personne en soirée, voilà, que vous voyez au fond de la salle et tout, ou juste pour une paire de chaussures qui vous irait vraiment trop bien, vraiment trop stylé. Dans ces moments-là, c'est comme si le temps s'arrêtait, que plus rien autour de vous n'existait. Bon, j'exagère un petit peu peut-être, mais vous voyez où je veux en venir. On le sait tous, le marché le marché des apps mobiles est totalement saturé et du coup, l'attention des utilisateurs est de plus en plus difficile à captiver. Ne serait-ce pas incroyable si on arrivait avec nos applis mobiles à créer cet effet, le coup de cœur. Du coup, la clé pour ça, j'en suis convaincue, c'est d'affirmer la personnalité de son produit. Et dans les prochaines vingtaines de minutes, on va voir ensemble pourquoi. Donc déjà, en commençant par comprendre quels facteurs entrent en jeu, produisent ce phénomène de coup de cœur et comment et si ces facteurs peuvent s'appliquer aux applications mobiles. Spoiler alert, oui, sinon j'aurais pas de point 2. Mon point 2, c'est je vais vous partager ma méthode, ce que j'ai appelé le Product ID, pour réussir à affirmer la personnalité de votre produit. Et ensuite, on verra les idées préconçues sur ce qu'on peut avoir sur cette démarche et comment les dépasser avant de conclure. Donc si ça vous va, on commence. Donc comme j'en parlais, le coup de cœur, le crush, la connexion instantanée, voilà, on peut l'appeler de différentes manières. Cette attirance immédiate est un phénomène psychologique très complexe. Le principe, c'est on a une attirance, on ressent une forte attirance vers une personne de manière inconsciente, et ce, dès la première rencontre. Tout ça, c'est le résultat d'une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, voilà, qui nous mènent à ce moment, le coup de cœur. On va rentrer dans le détail de chacun, mais parmi ces facteurs, on retrouve donc l'apparence physique, tout ce qui est similarité et familiarité, les lois, tout ce qui est communication non verbale, la chimie et les hormones, et enfin les facteurs psychologiques internes. Sachant cela, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces facteurs peuvent s'appliquer aux applications mobiles? Donc ce que je vous propose, c'est de les voir un par un. Donc si on commence par l'apparence physique, donc l'attirance physique, je pense que vous savez, elle joue un rôle majeur dans cette attirance immédiate. Notre cerveau en fait est câblé pour être attiré pour remarquer et préférer des caractéristiques physiques qu'on va inconsciemment associer à la fertilité, la santé, la force, voilà, qui vont nous rassurer finalement. Finalement, c'est un peu la même chose avec les applications mobiles. Une interface soignée va attirer les utilisateurs, va capter notre attention
parce qu'on va l'associer à de la performance, de la robustesse, de la fiabilité. Donc finalement, un peu comme un visage ou une silhouette attrayante. Deuxième point, tout ce qui est loi de similarité et familiarité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tendance à être attiré par des personnes qui nous ressemblent ou qui ont des traits de caractère familiers. Donc ça peut être des expressions faciales, ça peut être des gestes. Voilà, ça va être lié à plus des schémas ancrés dans notre cerveau ou des expériences passées qui vont nous mettre en confiance et qui vont nous rendre plus à l'aise en fait. De la même manière, que ces facteurs-là, des bonnes pratiques UX, des schémas qu'on connaît déjà, des comportements de boutons, des parcours prévisibles, des choses, ou même des éléments qui rappellent des univers ou des produits qu'on connaît déjà, de la même manière vont faire que l'utilisateur sera plus susceptible de s'attacher à notre app mobile. Parce que ça nous met plus en confiance. Le troisième point, le langage corporel, enfin communication non verbale, donc ça peut être le langage corporel, ça peut être aussi le contact visuel, ça peut être toute forme de communication non verbale finalement. Cette communication non verbale peut rapidement créer une sensation de connexion ou d'attirance. C'est comme quand, je sais pas, vous êtes sur le dance floor et tout, bon, ça dépend comment vous dansez, mais voilà, ça peut créer cette connivence, faire que voilà, on sent cette attirance pour quelqu'un. Finalement, dans les apps mobiles, ce qu'on pourrait comparer au langage corporel, c'est tout ce qui est micro-interaction, tout ce qui est ces petites animations subtiles, ces petits feedbacks visuels qui rendent l'expérience plus vivante et plus dynamique, interactive. Ça améliore de manière subconsciente l'expérience pour la rendre plus intuitive et faire plus plaisante à utiliser. Jusque-là, tout le monde me suit, on peut continuer. Ça va, je délire pas toute seule. La chimie et les hormones. Donc ça, c'est des réactions chimiques qui se passent dans notre cerveau quand on a un crush, un coup de cœur. Donc il y a la dopamine liée au plaisir et l'ocytocine liée à l'attachement. Donc tout ça, ça peut provoquer un sentiment d'euphorie et donc renforcer cette proximité immédiate avec une personne. Bon, avec un produit, une application mobile, on ne va pas parler de coup de foudre hormonal et tout, mais certaines fonctionnalités ou par exemple des petites récompenses dans un parcours utilisateur peuvent provoquer des réactions positives. Et finalement, c'est ces petits moments de plaisir, ces sentiments de satisfaction qui participent à renforcer notre attachement à l'application. Et on arrive au dernier, donc les facteurs psychologiques internes. Parfois, l'attirance immédiate va être renforcée par notre état émotionnel ou les besoins personnels. Donc, par exemple, si on est dans une période un peu difficile, où on se sent seul, où on a besoin d'une connexion, on recherche une connexion, forcément, la bonne personne qui arrive au bon moment, on peut ressentir une attirance plus intense et beaucoup plus rapidement. Finalement, de la même manière que cette personne qui arrive au bon moment dans la vie de quelqu'un et qui répond à ses besoins, une application qui répond pile aux besoins, au bon moment, au moment opportun, sera plus susceptible de créer cette connexion immédiate. Donc voilà. Donc maintenant qu'on comprend tous les ressorts émotionnels du coup de cœur et qu'on voit à peu près comment les adapter aux produits digitaux, donc aux applications mobiles. La question est comment on fait pour les intégrer dans notre conception d'appli. Pour cela, j'utilise un framework que j'ai appelé le Product ID. Donc, tout comme chaque personne a une identité propre, comment elle parle, comment elle s'habille, comment elle se comporte, etc., chaque produit devrait pouvoir affirmer la sienne. Et c'est à ça que va servir le Product ID. Donc, c'est un framework adapté du travail de Aaron Walter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un designer américain qui a beaucoup popularisé l'idée de design émotionnel, notamment à travers son livre Designing for Emotion, que je vous conseille. Le Product ID, c'est ce framework. C'est une sorte de portrait de votre produit, une sorte d'alignement identitaire qui va permettre à chaque partie prenante d'un projet de se mettre à la place du produit
pour lui donner une voix, une énergie, un caractère. C'est un exercice qui est accessible à tous, donc il n'y a pas besoin de designer, et qui se fait en équipe, qui doit se faire en équipe d'ailleurs. Ensemble, en fait, on va imaginer le produit comme si c'était une vraie personne et se demander qu'est-ce qui le caractérise, comment il est perçu par les autres, comment il parle. Mais je vais vous montrer un exemple, ce sera plus parlant. Donc, le projet que je vous présente, c'est une application à destination des professionnels de santé, plus particulièrement des infirmiers et des infirmières. J'ai choisi ce projet parce que, en général, quand on travaille sur des applications pro, on va facilement se dire il suffit d'être fonctionnel et performant, l'ADA, les émotions, blablabla, on s'en fiche, faut être efficace. Eh bien, détrompez-vous. Dans le cas des infirmières, justement, et des infirmiers, faut savoir qu'elles ont un métier très difficile, assez ingrat, mal payé, c'est fatigant, des journées intenses, peu reconnues, etc., etc. Du coup, émotionnellement, c'est très très difficile. Et quand on ouvre ça tous les jours, ça n'aide pas beaucoup. Du coup, avec l'équipe, on a donc placé justement ces émotions au cœur de notre conception. Et on a imaginé l'application comme un véritable compagnon, en fait, qui va les accompagner dans leur quotidien et leur journée. Donc le concept, je ne sais pas si vous voyez... c'est pas plus grand. Donc, dans la même veine que Siri, Alexa, Google, etc., Illico, donc c'est le nom de l'appli, c'est l'assistant personnel qui connecte les professionnels de santé entre eux. Donc, on a voulu qu'ils se rendent utiles, qu'il anticipe les besoins de l'utilisateur avant même qu'il les demande. Il a des airs chaleureux et accessibles, mais il n'est pas pour le moins puissant et efficace. Ça, c'était le concept général de l'application, l'idée générale. Et ensuite, on a précisé comment ce concept va se manifester dans les moindres détails à travers le design et l'expérience qu'on cherche à construire. Et dans ces moments-là, chaque choix de design compte. En commençant par les traits de caractère. Donc, comme je disais, on imagine vraiment comme une personne et on se dit, qu'est-ce qui le caractérise? Donc, dans notre cas, on veut qu'il soit puissant. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est aussi de dire dans quel travers on ne veut pas tomber, pour vraiment cadrer et que chacun puisse se mettre à la place, comme je disais, de notre produit. Donc on le veut puissant, mais pas compliqué, parce que c'est un outil professionnel, mais c'est soulager leur quotidien, pas le rendre plus compliqué. Ça doit être simple à utiliser, mais pas pour autant simpliste, encore une fois, parce que c'est un outil pro, etc. etc. Donc mettre en confiance avec une touche d'humour, etc. Donc tout ça, ça donne un cadre pour s'assurer d'avoir derrière une expérience bien cohérente. Ces traits de caractère vont ensuite s'exprimer à travers différents éléments, comme tout ce qui est lexique visuel, donc par exemple les couleurs, qu'on a voulu ici dans des tons bleus lumineux. Le bleu, comme je disais, pour rappeler l'univers santé, etc. Donc c'est quelque chose qui est familier, ça va les rassurer. Mais pour autant, pour pas tomber dans le côté totalement froid et aseptisé, on lui a rajouté une touche de violet, je crois, violet rose, pour ce côté un petit peu chaleureux et aussi lui donner un peu de personnalité pour pas que ça ressemble à n'importe quelle autre app de santé. Pareil pour la typographie, les choix de typo, on ne va pas mettre n'importe quel typo qui va rappeler, je sais pas, les milieux de la mode avec des sérifs et tout. Non, là, elles doivent gagner du temps, elles doivent être efficaces, donc on va prendre une typographie qui est facile à lire, qui permet de visualiser vite les informations, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que c'est des journées compliquées. Donc vous voyez, tout doit être accessible, etc. Chaque élément va être important pour exprimer cette personnalité et doit être cohérente avec les traits de caractère. Je vais juste finir sur le ton de voix qui est hyper important parce que le ton de voix, dans notre cas, pour créer un lien émotionnel, on ne pouvait pas parler comme un robot. On essaie d'avoir quelque chose de très humain. Ce ne serait pas cohérent avec la personnalité qu'on a commencé à construire. Et pour autant, on veut rester un minimum sérieux et pro. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien choisir le ton. Et c'est là la particularité de nous, les humains. C'est que
normalement, on est capable d'adapter notre ton en fonction des situations, en fonction de notre interlocuteur. On ne va pas parler à notre belle-mère de la même manière qu'on parle à notre meilleure amie. Sauf si notre meilleure amie est notre belle-mère, mais ça, c'est un autre sujet. Qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Mais on s'écarte. Et donc, on va définir le ton et encore mieux donner des exemples pour vraiment aider n'importe qui participe au projet à se projeter et à se dire j'ai un message d'erreur, comment mon appli s'exprime pour créer vraiment cette personnalité et cette expérience très, très cohérente. Ce qui est important aussi, c'est que le Product ID ne va pas seulement servir aux designers. Comme je disais, c'est quelque chose qu'il faut travailler en équipe. Il doit servir à toute l'équipe pour que vraiment chacun puisse s'approprier l'application et faire les choix en fonction. Typiquement, ça peut influer même la manière dont on va les coder et la manière quel type de fonctionnalité on veut. Par exemple, vu que là, on voulait un assistant personnel, quelque chose d'humain, on va préférer, je ne sais pas, un chat ou un chatbot ou quelque chose comme ça, plutôt qu'un formulaire, pour avoir une expérience plus conversationnelle. Donc ça, n'importe qui, on n'a pas besoin d'être designer pour pouvoir challenger ce choix. Pareil, si on veut être dans une démarche d'éco-conception, par exemple, qui serait en lien avec la personnalité qu'on veut construire, voilà, c'est dans ce Product ID qu'on va faire ça. L'idée de ce Product ID, c'est que vraiment chacun devienne owner en fait, du produit et soit embarqué dans la même vision. Une fois qu'on a fait ce travail, en décrivant la personnalité de l'application, c'est comment elle s'exprime dans les moindres détails, décliner tous les écrans va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ça va stopper un peu les débats d'opinion. On ne va plus être sur je veux un peu plus clair, un peu plus vert ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça permet de vraiment être beaucoup plus direct, gagner du temps et choisir en équipe voilà, tous les choix de conception. Et pour la petite histoire sur ce produit, au bout d'un an, la personnalité du produit était tellement forte qu'elle a fini par prendre vie et s'incarner dans une petite mascotte qu'on a appelée Illy et qu'on a déclinée un peu partout dans l'application, mais aussi sur tout ce qui est support de com, dans le marketing, etc. Donc, comme je disais, toutes les parties prenantes du projet se sont vraiment appropriées cette personnalité et du coup en communication, etc. on le retrouve, donc pas seulement sur l'application mobile. On l'a aussi décliné en sticker, en peluche, parce que les infirmières elles en sont folles. Donc voilà. Ah oui, juste petit rappel avant-après. Voilà, juste au cas où vous avez un doute que ça sert à quelque chose. Pour rendre cet exercice plus ludique encore, on a imaginé un petit jeu de cartes. Si vous voulez le voir, vous ne pourrez pas me voir. C'est un jeu de cartes où chaque carte représente une figure publique connue. Donc ça peut être Steve Jobs, Beyoncé, Gandalf, qui on veut. L'idée, c'est en fait de réussir à choisir laquelle ou lesquelles incarnent plus l'énergie qu'on veut donner. Et ça aide les équipes à se projeter dans des archétypes. Pour des archétypes concrets en fait, pour ensuite concevoir l'application. Juste pour vous donner un exemple, ça c'est un petit exercice que j'ai demandé au designer de Théodo de réaliser en 30 minutes. En fait, il choisissait un personnage et il designait l'application de rencontre. Donc là, vous voyez que fonctionnellement, on retrouvera les mêmes choses, hein, le swipe, description, chat, etc. Donc fonctionnellement, on aura la même chose. Pour autant, on a 4 API totalement différentes qui s'adresseront à 4 cibles totalement différentes. Donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas les fonctions, les features qui vont faire déclencher le choix de l'application, mais vraiment voilà, cette première impression, est-ce que l'appli me correspond? Et là, bien sûr, vous avez envie de me dire, ok, c'est sympa tout ça, mais moi je dois sortir un MVP, et puis donc c'est pas la prio pour le moment, et puis de toute façon ça coûterait trop cher, on verra plus tard. Classique. Cette phrase, je l'entends très souvent, malheureusement, parce qu'elle est le résultat d'idées préconçues sur le design émotionnel et sur la direction artistique. L'idée que ça a peu d'impact, peu de valeur, que ça prend du temps, et donc de l'argent. Ce qui nous amène à notre troisième point, comment dépasser les idées préconçues.
Déjà, je vais commencer par l'impact, la valeur. Et pour ça, j'ai un exemple encore. J'aime bien les exemples. Donc, mon exemple, c'est avez-vous déjà eu un date comment dire pas top, pas génial. Maintenant, vous avez bien ce date en tête. Est-ce que vous vous êtes déjà dit allez, c'était pas dingue, mais je vais me forcer un peu, on va voir ce que ça donne, peut-être que j'aurai une bonne surprise. Personnellement, moi, pas trop. Mais bon. Pour les apps, c'est pareil, en fait. Quand votre utilisateur va installer l'app, s'il n'a pas une bonne première impression, il va rarement se dire bon, on va attendre la V2, je suis sûr que ça va être mieux. Ils vont rarement attendre et du coup, ils vont aller voir ailleurs. Hashtag la concurrence. Et donc, c'est pour ça que cette première impression, elle est d'autant plus importante qu'elle n'arrive qu'une seule fois. Et donc, quand vous dites on verra ça plus tard, peut-être qu'il sera trop tard parce que le concurrent aura sorti une version meilleure, plus sympa, plus sexy. Et des chiffres d'ailleurs qui appuient ça, parce qu'on aime bien les chiffres. C'est quand on sait que près de 77% des utilisateurs Android abandonnent une app après la première utilisation, après le premier jour d'utilisation, on voit comme c'est important de taper fort dès le début. Donc là-dedans, c'est pour ça que dans la démarche MVP, en fait, c'est cette démarche qui ne fonctionne pas. Il faut arrêter de penser MVP, mais penser plutôt MLP, Minimum Lovable Product. Donc, c'est quoi la différence? Le Minimum Lovable Product, c'est un produit qui ne va pas seulement intégrer les fonctionnalités minimales, mais aussi qui va chercher à créer un lien émotionnel avec l'utilisateur. Aujourd'hui, on est rarement les premiers, et même quand on est vite copié. Donc, c'est vraiment pas les fonctionnalités qui vont permettre de catcher et sur la durée de garder vos utilisateurs, mais c'est vraiment cet attachement émotionnel qu'ils vont avoir avec votre appli et votre marque. Autrement dit, par Aaron Walter, encore une fois, un utilisateur engagé émotionnellement est un utilisateur plus fidèle. Donc, on a compris pour l'impact. Voyons maintenant pour le temps et le budget, parce qu'en général, ils sont bien liés. Mon conseil là-dessus, c'est plutôt un conseil que j'ai, c'est de ne pas voir cela comme un chantier monstrueux qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais plutôt d'avoir une approche que j'appelle lovable and pragmatic. Donc, en quoi ça consiste? Il y a 4 grands points clés sur cette approche. Donc, la première, c'est comme je disais, s'aligner sur la personnalité du produit grâce au Product ID. Donc là, l'important, en fait, c'est pas de mettre le paquet, c'est la consistance et vraiment la cohérence que vous mettez dans votre produit. Et donc, le Product ID va vous aider à maintenir cette cohérence. Ensuite, c'est de ménager vos efforts et donc votre budget en vous engageant émotionnellement dans les moments clés, c'est-à-dire ceux les plus marquants pour vos utilisateurs. Donc ça peut être un moment de stress, ça peut être un moment de joie, comme la fin d'un parcours super compliqué. Voilà, c'est dans ces moments-là, quand vos utilisateurs ont des émotions fortes, que vous allez marquer les esprits et que vous aurez donc le plus d'impact. C'est ce qu'on appelle la pick and roll pour ceux qui connaissent. Voilà, le principe, c'est de dire que on se rappelle plus des moments forts, donc des hauts et des bas, et de la fin d'une expérience. Comme par exemple, vous passez 2 semaines de vacances, c'est trop bien, et les 3 derniers jours, il pleut. C'est ça que vous raconterez quand vous rentrez de vacances. Bien sûr, ça demande, ce point-là demande d'aller à la rencontre de vos utilisateurs et de bien connaître leur contexte. Et ensuite, en 3e point, de porter attention, vous concentrer en premier sur les détails qui comptent. Donc, comme je disais, pas en mettre partout, des paillettes partout, etc. Là, forcément, vous allez vous épuiser et dépenser tout votre argent. C'est de porter votre attention sur les détails qui comptent. Chez Théodo, on en a identifié 6 au cours d'une journée Kaizen. Donc, la journée Kaizen, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est on va se concentrer une journée complète à essayer d'améliorer un point difficile. Donc là, nous, la question, c'était comment
comment améliorer l'effet waouh de nos écrans. On a identifié donc 6 points. La structure, l'iconographie et les formes, je vous mets le lien d'ailleurs, les couleurs, je ne sais plus, mais je vous ai mis, si ça vous intéresse, un lien vers un article que j'ai écrit pour raconter la démarche et vous partager cette liste avec des conseils ou en tout cas des points d'attention. Donc, ce n'est pas une recette magique, vous n'allez pas devenir un super DA comme ça, mais ça peut vous aider à identifier quels points vous pourriez améliorer auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Donc encore une fois, c'est une manière de gagner du temps, une manière pragmatique d'essayer d'améliorer vos écrans. Et enfin, le dernier point, c'est, comme je disais, embarquer les équipes et diffuser la bonne parole. Dans cette démarche, chaque membre de l'équipe a son rôle à jouer. Donc que ce soit un designer, un PM, un développeur ou quelqu'un du marketing, on doit tous être embarqués dans la même vision pour construire quelque chose, une expérience vraiment cohérente pour que chaque décision en lien avec le produit soit cohérente en fait. Et offrir une expérience, comme je disais, consistante et mémorable. C'est comme ça que vraiment vous allez réussir à créer cet attachement émotionnel. Je parle très vite, donc c'est déjà fini. Ce qu'il faut retenir. Premier point, donc, comme je disais, imaginez votre produit comme une vraie personne, avec une personnalité affirmée. Vous lui donnerez ainsi l'opportunité de construire vraiment une relation durable avec vos utilisateurs. Et puis, c'est plus facile pour se projeter et faire des choix. Le deuxième point, c'est de ne plus penser à MVP, mais MLP. En vous engageant émotionnellement avec vos utilisateurs dès les premiers instants et dans les bons moments sur les détails qui comptent. Et enfin, l'union fait la force, embarquer toutes les parties prenantes du projet dans la même vision et ça vous évitera comme ça d'avoir un produit un peu trop schizophrène. Et avec ces 3 points, j'espère que la prochaine fois que vous allez concevoir une appli, vous vous demanderez si mon appli était une vraie personne, est-ce que j'aurais envie de matcher avec elle ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? Si, une question. Là, j'ai vu dans ta présentation, tu parles beaucoup de B2C. Est-ce que ça marcherait aussi pour le B2B ? Business to business, avec, où tes clients sont alors, les infirmières, c'était du B2B pour le coup. Oui, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent, parce que forcément, il y a moins besoin de le défendre dans du B2C. Au final, toutes les applis, tout ce qu'on produit, c'est utilisé par des humains. Tous les humains ont des émotions, enfin, là, en général. Donc oui, ça s'adapte, parce que même si votre utilisateur, il travaille en banque, etc., c'est un utilisateur comme les autres, il a des émotions, il a des moments de stress, il a des moments où il doit être rassuré, etc. Ça a été le cas, par exemple, de Slack, pour la petite histoire, quand ils sont arrivés sur le marché, j'ai plus les dates, j'ai plus les chiffres, mais bon, vous pourrez retrouver ça, ils sont arrivés sur un marché où il y avait des acteurs déjà bien installés, comme Teams, etc., etc. Et en fait, eux, ils sont arrivés avec un produit qui proposait aucune nouvelle fonctionnalité. Donc, c'était un chat, voilà, des plus basiques. Mais leur approche, elle a été d'être... ils ont mis des couleurs un peu violettes pour se démarquer un peu. Ils ont mis des emojis. Leurs messages d'erreur et tout sont beaucoup plus, comment dire, moins froids, moins corporate. Et en fait, ça a décollé à partir du moment où ils ont fait ce changement, ce twist d'identité, et parce que les gens avaient plus l'impression d'utiliser un outil de travail, mais vraiment de dialoguer avec leurs collègues comme ils dialoguaient avec leurs amis, en fait. Donc pour le coup, ça a fonctionné chez Slack. Merci. Merci. Merci pour la conf, j'ai adoré. Merci. Est-ce que pour les personnes qui travaillent dans des milieux, notamment de la start-up, tu conseilles aussi de privilégier le MLP au MVP ? Je parle notamment pour en fait arriver avec un premier produit devant des investisseurs. Est-ce que tu trouves, c'est quoi ton avis par rapport à ça entre les deux ? Ouais, c'est ce que je disais. Souvent, on repousse ce travail à plus tard.
Mais en fait, pour l'avoir fait à chaque stade en fait, d'un projet, que ce soit justement au tout début, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on a besoin de poser bien la vision, etc. Donc là, c'est hyper utile parce qu'on a une idée, un concept qui peut aller dans tous les sens. On a toutes les possibilités du monde. D'utiliser cette démarche, ça permet déjà de bien cadrer, bien aligner les fondateurs, etc. sur une même vision pour aller dans la bonne direction dès le début. Dans d'autres stades, j'ai travaillé sur d'autres projets qui étaient déjà assez installés, mais pareil, là, on a vécu le rush des débuts, etc. On commence à être installé, et en fait, du coup, par rapport au début, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus, etc. Et du coup, pareil, la vision peut un peu se diluer. Et j'ai été aussi dans des stades où, pour des produits très installés, où là, justement, il y avait besoin d'un repositionnement, de réaffirmer notre identité, etc. Parce que oui, ce que je ne dis pas dans cette démarche, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est figé, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Moi, j'aime bien comparer mes produits vraiment comme des personnes. Et quand on est une personne, on est bébé. On commence par être bébé, où on construit sa personnalité, on va avoir une éducation, on va nous inculquer des valeurs, etc. À l'adolescence, on teste des choses qu'on regrettera peut-être souvent, mais on teste des choses jusqu'à arriver à l'âge adulte où on va s'affirmer. Mais à l'âge adulte, en fait, les contextes peuvent changer, nos apprentissages, notre histoire peut changer. Donc là aussi, on peut évoluer et notre identité, même si on reste sur les mêmes valeurs, notre personnalité, elle peut légèrement se modifier. Donc ce travail, il est intéressant pour vraiment s'assurer que toutes les parties prenantes sont bien alignées. Donc oui, je le conseillerais à chaque étape du projet. Ok, merci pour la réponse. Merci pour la présentation. J'avais une petite question sur... est-ce que ce processus est applicable, par exemple, pour un développeur indépendant qui fait sa petite appli voilà, il n'y a pas d'équipe forcément avec qui travailler. Et dans ce cas, comment il pourrait essayer d'appliquer ce procédé? Alors oui, comme je disais, c'est un exercice qui est très facile, très accessible, parce qu'en fait, il suffit juste de se mettre à la place de quelqu'un, de ton produit, pour commencer à dire ok, moi je veux que mon produit soit comme ça et pas comme ça, je veux qu'il s'adresse à tel type de personne, je veux faire ressentir tel type d'émotion. Ça commence vraiment par la personnalité. Ensuite, bien sûr, tu pourras te faire aider par un designer freelance ou quoi pour traduire visuellement cette personnalité, mais déjà poser un mood board de mon produit ressemble plutôt à celui-là parce que je retrouve bien ce trait de personnalité dans ce produit. Et finalement, comme ça, brique par brique, tu vas tester des choses petit à petit. Comme je le disais, le but, c'est pas de mettre le paquet à fond tout de suite avec des animations, dépenser une fortune dans un logo, etc. Je dis ça alors que j'ai été directrice artistique et qu'on me payait pour faire des logos. Maintenant, surtout avec tout ce qui est IA, etc., finalement, ça te permet de cadrer, de ne pas aller dans tous les sens et de briefer le reste de tes équipes pour dire c'est dans cette vision que je veux aller. Donc oui, c'est tout à fait accessible. Et si jamais c'est toi le petit fondateur tout seul de sa startup, j'ai le framework dans mon sac, voilà, si ça t'intéresse. Ok, merci. On est bon? Merci beaucoup. Merci.